Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'étaient ou définissaient les guidelines ou recommandations générales de prise en charge d'une personne avec un TDAH et ce qui avait guidé leur mise en place dans le domaine du TDAH. Dans cette séquence, nous allons voir ensemble en quoi certaines guidelines sont spécifiques à l'enfant et à l'adolescent. De façon intéressante, toutes les guidelines actuellement publiées font une différence spécifique pour la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent par rapport à l'adulte. Enfin, certaines guidelines, comme les guidelines américaines de l'Association américaine de pédiatrie, s'appliquent évidemment spécifiquement à l'enfant. Étant donné les différences tantôt subtiles, mais parfois aussi assez importantes entre les guidelines, je vais essayer dans cette séquence de faire une forme de synthèse de ce qui semble converger, mais aussi des exceptions qui sont vraiment soulignées. On peut dire que généralement, les guidelines s'entendent sur le fait que les personnes qui prennent en charge et soignent des enfants et des adolescents doivent être évidemment des spécialistes de l'enfant et de l'adolescent. En principe, sauf si, bien sûr, on peut imaginer des limitations liées à l'accès aux soins. Il y a une préférence qui est donnée pour la prise en charge des enfants et des adolescents aux spécialistes de l'enfant que sont les pédopsychiatres, les psychologues d'enfants ou les pédiatres. Pour le diagnostic et la prescription, pédopsychiatre et pédiatre. Enfin, certaines guidelines insistent sur le fait que lorsque, exceptionnellement, un jeune ou un très jeune enfant doit être médiqué, alors cette médication ne devrait être mise en place que par une personne qui est vraiment experte dans le domaine du traitement de l'ADHD. Certaines des guidelines les plus récentes insistent sur l'importance de la participation, de l'intégration, mais aussi la prise en compte de la perspective de la personne concernée, même lorsqu'il est un enfant ou un adolescent, dans la mise en place de l'intervention. Plus récemment, une importance croissante est donnée dans les guidelines à la transition du bon suivi de la prise en charge thérapeutique de la période de l'enfance et de l'adolescence vers l'âge adulte. On veut évidemment éviter de perdre les patients dans les transitions. Si certaines recommandations suggèrent de prendre en compte la sévérité de l'ADHD, elles sont de loin pas unanimes à ce propos. En effet, on peut considérer que ce n'est pas parce qu'un trouble est plus léger que l'accès au traitement ne devrait pas être accessible ou accessible seulement aux troubles les plus sévères. Parlons de l'âge. La plupart des guidelines portent une attention à l'âge de l'enfant. Les guidelines différencient les jeunes enfants âgés de moins de 5 ou 6 ans, des enfants d'âge scolaire, enfin des adolescents. Ainsi, la majorité des guidelines recommandent de ne pas utiliser de traitement psychopharmacologique chez des enfants de moins de 5 ou 6 ans, sauf s'il s'agit vraiment d'un trouble très sévère. Dans ce cas de figure, vraisemblablement seul un spécialiste du TADA devrait intervenir. Pour les enfants d'âge scolaire, entre 6 et 12 ans, en général, on privilégie d'abord les interventions basées sur l'information, la psychoéducation ou encore la psychothérapie et dans un deuxième temps, en fonction de la réponse, on va envisager une intervention pharmacologique complémentaire. Pour les adolescents à partir de l'âge de 13 ans, le recours à la médication est systématiquement considéré lorsque cela semble nécessaire, indépendamment d'une intervention psychothérapeutique. Quel que soit l'âge de l'enfant ou de l'adolescent, un accent est toujours mis sur la psychoéducation afin que l'enfant et sa famille puissent comprendre ses difficultés et pleinement adhérer à la prise en charge thérapeutique. De préférence, évidemment, la psychoéducation précède l'introduction d'un traitement psychopharmacologique. En ce qui concerne la médication, sujet sur lequel on va revenir en détail dans des vidéos ultérieures, on peut dire que la plupart des guidelines recommandent une forme de séquence logique, de commencer préférentiellement avec certains types de médications plus efficaces plutôt que de prescrire indistinctement. En général, les médications de type psychostimulant à longue durée d'action doivent être prescrites préférentiellement. Au sein de cette catégorie, certaines guidelines, comme les guidelines anglaises ou hollandaises, pour des raisons en partie financières, suggèrent de donner la priorité parmi les stimulants au méthylphénidate,
puis dans un second temps de considérer les dexamphétamines. Ces molécules seront largement décrites dans les vidéos du module qu'on va consacrer à la psychopharmacologie. Enfin, une fois que les médications stimulantes ont été essayées, donc le méthylphénidate ou dexamphétamine, et si elles n'ont pas amené la réponse satisfaisante ou encore présentent des effets non désirables qui peuvent être problématiques, alors on passe aux autres médications dites non stimulantes, comme par exemple l'atomoxétine, la guanfacine, ou encore même des médications de troisième ligne, comme dans les guidelines canadiennes, le bupropion, la clonidine, l'imipramine ou encore le modafinil. En ce qui concerne les considérations à prendre en compte avant de mettre en place une médication, toutes suggèrent une approche individualisée basée sur l'histoire familiale et un examen physique qui doit inclure le poids, la taille, la pression artérielle, le rythme cardiaque, ainsi qu'une évaluation systématique des bénéfices et des effets secondaires possibles en cas de médication. Bien sûr, lorsqu'on utilise des guidelines, il faut également pouvoir considérer d'autres facteurs en parallèle. Différentes approches thérapeutiques ont différents mécanismes d'action et il faut tenir en compte les facteurs comme la durée de l'intervention et aussi la capacité d'un jeune ou d'une famille à accepter les différents traitements. Ainsi, par exemple, lorsqu'on considère les alternatives pharmacologiques ou non pharmacologiques ou même le choix entre différents types de médicaments, il est essentiel de pouvoir choisir l'intervention qui correspond le mieux à la personne. Pour certains adolescents et adultes, il sera vraiment essentiel de bénéficier d'une médication qui va couvrir l'ensemble de la journée. Alors que pour certains enfants, seulement les heures scolaires sont considérées comme essentielles. Une autre considération peut être le fait que la psychoéducation ou l'entraînement des parents sera aussi utile dans la capacité de modifier à long terme les interactions entre les parents et les enfants, qui n'auront pas seulement un impact sur le style parental, mais aussi sur le comportement de l'enfant. Dans tous les cas, il faut s'assurer que les priorités, aussi bien des enfants, des adolescents que des parents, leurs préférences, leurs choix, soient pris en compte dans le processus qui doit conduire à une décision thérapeutique partagée. Des familles auront leurs propres préoccupations, leurs préférences. Elles peuvent être influencées par des expériences personnelles, par d'autres membres de la famille, ou encore Internet ou les médias. Ces informations ne sont pas forcément précises ou peuvent encore être tout à fait contradictoires. Il sera important de pouvoir inclure les enfants et même les jeunes enfants dans la prise de décision sur leur traitement et de leur permettre de participer de façon croissante à la responsabilité de choisir, d'adhérer et de monitorer leurs soins au cours de leur développement. Les adolescents doivent systématiquement être impliqués dans la discussion autour de la transition vers les services de soins pour les adultes. La psychoéducation basée sur des évidences scientifiques a un rôle essentiel à jouer dans la capacité à donner les moyens aux enfants et à leurs familles d'avoir une responsabilité active dans la mise en place du plan de traitement et de l'alliance thérapeutique. Il arrive que les parents et les enfants aient différentes priorités pour les objectifs thérapeutiques. Ces différences doivent pouvoir être identifiées et discutées de façon à construire un consensus et à identifier les cibles thérapeutiques communes. Finalement, même si ce sujet est encore peu abordé dans les guidelines, en dehors des guidelines anglaises, la présence de troubles associés, on parle des comorbidités, peut être un facteur de complexité dans la prise en charge de l'ADHD ou du TADA. Une section particulière sera consacrée à ce sujet plus loin dans le module. Il est vraisemblable qu'au cours des années à venir, les guidelines prennent en compte de façon plus importante des comorbidités en suggérant une prise en charge conjointe et intégrée des comorbidités, comme par exemple TDAH et anxiété, ou encore TDAH et la consommation de substances. Ceci de façon à offrir un traitement intégré pour les deux troubles en même temps, ce qui semble être l'approche la plus efficace.
Enfin, des traitements intégrés chez l'enfant et l'adolescent, comme par exemple une prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique, doivent être considérés, puisque par exemple, on peut imaginer une réduction de la dose nécessaire de médication grâce à une prise en charge psychothérapeutique qui précède ou accompagne le traitement médicamenteux. Dans cette vidéo, nous avons vu les spécificités des guidelines chez l'enfant qui prennent en compte les différentes étapes du développement du jeune enfant à l'adolescent. Nous avons vu l'importance de la combinaison des interventions avec un recours en général moins systématique à la médication chez l'enfant et surtout de toujours inclure l'enfant dans les décisions thérapeutiques qui le concernent. Voyons à présent ce qu'il en est dans la prochaine vidéo avec Nader Perrou des guidelines qui sont spécifiques à l'adulte.